Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya boledi. salaamaaleykum mbokk internet yu Kéwoulo TV yi faral di ñu suivre à chaque fois ci biir kër gi tey nag ñu indi leen ay information jëm ci vidéo yi ngeen di gis ñu koy diffuser jamono yi bu ngeen fàttalikoo avant Kéwoulo di sosu en 2017 ci ginnaawam dafa amoon benn maison de production bu tuddoon Jaja production ëmboon li nga xam ne moo di Indépendance Nuit ci loolu lañ doon sukkandiku di leen indil ay information à l'aide de Babacar Touré moom PDG bi nga xam ne moom Kéwoulo TV jamono yi nag compte boobu ginnaaw bañ ko tëjee dañ ko jëlaat suñu ay loxo waral ngeen di gis ay vidéo yoo xamante ne duré woon na bu yàgg ñu leen koy tegalaat waroon nag tey ñu indi leen ci ay xibaar ngir ñi nga xam ne ñu ngi suivre jamono yi te xamuñu mbir yi ni mu demee ñu am ci ay leeral bu baax a baax xaar leen aussi yeneen vidéo yoo xamante ne daan nañ ko def maanaam Babacar Touré moo ko doon def ci ay jamono ñu leen koy tegalaat fii ci biir Kéwoulo TV merci beaucoup. Bonjour Monsieur Vincent Hugeur. Vous êtes l'auteur du livre Reine d'Afrique, un livre que vous avez consacré aux premières dames africaines. Dans ce livre, vous avez consacré 2 chapitres respectivement à Madame Viviane Wade, l'ancienne première dame du Sénégal, mais aussi à Madame Marième Sall, qui est l'épouse du président actuel du Sénégal. Comment vous venue cette idée de faire un livre à... Très simplement, à force de voir graviter dans l'entourage des chefs d'État africains ces femmes tantôt effacées, tantôt tonitruantes, je pense bien sûr à l'inénarrable Chantal Biya du Cameroun, j'ai été conduit à m'interroger sur leur influence réelle, au-delà évidemment de la fondation qui appartient au kit de toute première dame qui se respecte. Car j'entendais des analyses très contradictoires sur l'emprise qu'elle pouvait exercer sur des décisions de nature politique. Donc j'ai un peu exploré cette galaxie, j'ai retenu dans mon casting les 10 dont la destinée me semblait la plus romanesque, se prêtait le mieux à ce type de portrait, et c'est la raison pour laquelle, après un préambule historique, puisque les éditions Perrin ont cette habitude de publier des ouvrages à caractère historique, eh bien j'ai entrepris cette galerie de portraits. Alors 2 Sénégalaises, oui, bien sûr, parce que dans cette composition de l'équipe, en quelque sorte, j'ai aussi voulu retenir 2 ex-premières dames, tant leur trajectoire ou leur personnalité s'imposait dans cette galaxie. Il y a bien sûr Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et Viviane Wade, et puis j'ai trouvé intéressant de juxtaposer, pour signifier justement l'évolution générationnelle, la destinée des ancienne école, type Viviane Wade, et puis la dernière de cette nébuleuse, à l'instant où j'ai achevé cet essai, à savoir Marième Sall. Alors, s'agissant d'elle, il y avait une autre motivation. D'abord, elle incarnait la jeune génération, par rapport aux anciennes, par rapport aux Antoinette Sassou Nguesso, par exemple, par rapport au Chantal Compaoré, ou bien Grace Mugabe dans la sphère anglophone. Mais il y avait une autre motivation. Songez quand même qu'il aura fallu attendre plus d'un demi-siècle pour que le Sénégal, qui a sans doute le système démocratique le plus assis, le plus solide de l'ex-précaré francophone, voit s'installer dans le trône, le fauteuil, la chaise, comme on voudra, de la First Lady, une Sénégalaise de pure souche, noire de peau et musulmane de confession. Plus d'un demi-siècle, puisqu'on a eu tour à tour, nos téléspectateurs le savent bien, la très discrète Colette, l'épouse de Léopold Sédar Senghor, puis ensuite, au fil de ces 2 mandats, la femme d'Abdou Diouf, qui elle était une métisse sénégalo-syro-libanaise, Elisabeth Diouf, de confession chrétienne par ailleurs, et puis les 2 mandats du Gorgui, d'Abdoulaye Wade, avec la franc-comtoise, la blonde aux yeux turquoise, Viviane. Et donc, il aura fallu attendre 2012 pour que vienne surgir sur l'avant-scène
une drianké sénégalaise, une fille de Saint-Louis. Et j'ai trouvé que c'était utile de s'interroger aussi, au-delà de sa trajectoire personnelle, sur ce phénomène, cette sorte de persistance rétinienne postcoloniale, y compris dans la dimension matrimoniale, conjugale, et puis aussi parce que, au fond, une première dame ne peut pas perdurer, en tout cas ne peut pas s'imposer dans le paysage, si elle ne répond pas d'une certaine manière aux aspirations de ses sœurs, lesquelles évidemment ne peuvent plus se satisfaire du modèle maintenant anachronique de la dame patronesse qui se contente de couper des rubans à l'entrée des maternités. Vous avez parlé du coaching qu'aurait bénéficié Madame Marième Faye Sall. Comment ça s'est passé? Pourquoi c'est pas le service protocolaire du Sénégal qui doit le faire? Non, ce que j'évoque dans le prologue de ce chapitre consacré à Marième Sall, c'est le fait qu'elle-même a joué les coachs pour son futur président d'époux, à l'époque où les relations de celui-ci, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, se sont singulièrement dégradées avec le président Wade. À cette époque-là, m'a-t-elle raconté, eh bien, pour préparer un entretien particulièrement orageux et compliqué avec Ablaye, elle avait servi en quelque sorte de sparring partner à Macky Sall, car elle connaissait la fragilité virtuelle de quelqu'un qui pouvait être en quelque sorte pris par le chantage affectif à la Wade, mon fils, je t'ai fait, tu ne peux pas me faire ça, etc. Donc elle l'avait préparé en quelque sorte à cet entretien en jouant le rôle d'Abdoulaye Wade. Et c'est pour ça que je me suis un peu amusé autour de ce thème de coaching en disant que même si elle prétend qu'elle est une épouse effacée, loyale et discrète, elle avait toujours, d'une manière ou d'une autre, joué un rôle de nature politique dans la proximité de son époux. Coacher son mari qui va devenir président plus tard. N'est-ce pas aussi une autre manière qui explique aujourd'hui qu'autour de l'entourage du président, on dise que en fait c'est Marième qui gouverne en quelque sorte le Sénégal? D'abord, il faut s'arrêter 10 secondes sur ce grand classique. Il arrive très souvent que dès lors qu'une épouse de chef d'État ne s'inscrit pas dans cette sorte de rôle archaïque, effacé, mutique à l'ancienne, on lui prête des ambitions ou une influence politique, parfois d'ailleurs outrancière. Alors, s'agissant de Marième Sall, on sait très bien qu'il y a eu un rebond récent qui a alimenté ô combien cette polémique, avec les aveux en quelque sorte du ministre qui disait qu'il doit son poste à la première dame, lui et un autre ministre. Il s'agissait en l'occurrence de Baniak Ndiaye, qui venait d'être promu au ministère de la Communication et de la Culture, et son collègue Matarba, donc le maire de Fatick, lui-même pourvu d'un Marocain ministériel d'art. La scène vaut le détour, très facile de la retrouver sur YouTube ou sur les sites médias sénégalais. On voit qu'il y a une sorte d'effervescence, d'euphorie, et lui-même d'ailleurs opérera ensuite un rétropédalage par le biais d'un communiqué où il dit « j'étais pris par l'émotion, etc. Je voulais simplement signifier qu'elle nous avait épaulés pendant la campagne électorale des élections locales et que c'est ceci qui nous avait permis de l'emporter et donc d'avoir l'assise suffisante pour prétendre à un poste ministériel. Il n'empêche que, y compris dans la version en langue nationale, il y a bien une phrase où il dit, je le cite, « c'est grâce à Marième que moi et mon collègue Matarba sommes aujourd'hui ministres. » Non. Alors, très vite, et on connaît le sens et le goût pour la controverse des Sénégalais, ceci a été considéré comme une sorte de prise de pouvoir métaphorique. Mais en élisant un président, on élit un ticket, avec une vice-présidente en quelque sorte qui concentre tous les pouvoirs. Parce qu'on aura vu ça avec Mme Viviane Wade, et on voit ça avec Marième Sall aujourd'hui. Tous les pouvoirs, est-ce si sûr? D'abord, le ticket, il n'est pas institutionnel. Il n'y a pas, dans la Constitution du Sénégal, pas plus que dans aucune autre Constitution, et on voit que la France elle-même expérimente les délices et les poisons des ex-premières dames, morganatiques ou pas, eh bien, il n'y a pas de statut institué lui conférant un pouvoir politique. Mais ne soyons pas naïfs, ne soyons pas candides. Il est parfaitement clair que quand on veut, en Afrique comme ailleurs, mais peut-être en Afrique plus qu'ailleurs, se tailler une destinée ministérielle, accéder à la direction d'une grande entreprise nationale ou bien d'un cabinet de ministres,
il vaut mieux être dans les petits papiers de la Première Dame. C'est parfaitement clair. Et c'est vrai non seulement du Sénégal, mais de tous les pays que j'ai explorés pour cet ouvrage. Maintenant, soyons là aussi rigoureux dans l'analyse. Est-ce pour autant, comme je l'ai lu dans les commentaires suscités par la sortie malheureuse de Mbagnick Ndiaye, est-ce pour autant Marième Sall qui est de facto le chef de l'État sénégalais? Non, non, n'exagérons rien. Elle peut avoir une influence, elle a une influence dans la sphère politique. Elle peut, comme le font d'autres First Ladies africaines, attirer l'attention de son époux sur telle carence du système sanitaire, de l'adduction d'eau, de l'électricité. Vous allez me dire, il n'a pas besoin d'elle pour en mesurer les effets. Elle peut aussi éventuellement tuer dans l'œuf les ambitions de celui qui lui déplaît, ou de celle dont elle ne goûte pas la fréquentation. Tout ça, ça existe, mais ça existe au Sénégal comme ailleurs. De là à la propulser sur le siège du char de l'État, n'exagérons rien. N'exagérons rien. Tout ça a été évidemment aiguisé par le fait que le camouflet électoral cinglant, essuyé par Macky Sall et sa formation lors des élections municipales de la fin juin, a conduit à un nouveau remaniement, et qu'il est vrai que, par exemple, dans le cabinet Macky Sall 3, eh bien, on retrouve un frère de la Première Dame, Mansour. Mais on ne trouve pas simplement un frère, on trouve des frères, on trouve des cousins. On a parlé au Sénégal d'une dynastie Faye, Gassama et Sall qui dirige c'est inédit dans l'histoire du Sénégal. Et je crois que le dernier qui a essayé d'abuser de ce système-là, aujourd'hui, Abdoulaye Wade, se retrouve avec son fils en prison. Alors, là aussi, reprenons les choses dans l'ordre. Donc, il y a effectivement Mansour Faye, qui est maintenant chargé donc, de l'hydraulique et de l'assainissement au sein du gouvernement. Ce n'est pas un nouveau venu. Il avait déjà une position, certes pas ministérielle, mais éminente dans un organisme chargé de la protection sociale. Bien. Et vous avez effectivement d'autres proches, soit par les liens familiaux, soit par la proximité, je dirais, amicale, voire idéologique avec la Première Dame. Je ne sous-estime pas ce phénomène. Mais s'agissant de l'histoire du Sénégal, on a vu à quel point un rêve de nature dynastique avait pesé lourdement dans le déclin de la popularité d'Abdoulaye Wade. Cette sorte d'obsession, d'ailleurs en grande partie portée par Viviane elle-même, puis ensuite relayée d'une manière ou d'une autre par Ablaye, a considérablement contribué à éroder l'assise populaire du président. D'ailleurs, il y a une malédiction des élections locales. Souvenez-vous qu'après le camouflet infligé à Karim lors de la municipale dakaroise, eh bien, plutôt que d'inviter son fils à s'effacer, en lui laissant une certaine forme d'influence comme conseiller de l'ombre, son père, avec la fougue qu'on lui connaît, et parfois le sens revanchard qui est le sien, lui a offert ce que j'appelle dans mon ouvrage un portefeuille à souffler, tant il était vaste, puisqu'on l'appelait, vous le savez mieux que moi, le ministre du ciel et de la terre. Bon. Et ce faisant, il a lui-même, d'une certaine manière, cisaillé le fantasme dynastique qu'il pouvait caresser. Fantasme, car à mon sens, jamais les Sénégalais, ni l'électeur ou l'électrice lambda, ni même l'appareil du PDS n'auraient validé cette sorte de régression monarchique qui aurait été incompréhensible au regard de ce qu'a été l'histoire politique de ce pays depuis l'indépendance. Donc, essayons vraiment de mesurer par rapport aux élans et parfois aux excès que l'on peut repérer dans les commentaires, dans les discussions, etc. Essayons de repérer ce qui relève du fantasme, de la crainte éventuellement, et ce qui relève de la réelle influence politique. Indéniablement, alors, ce que je peux dire, c'est que par rapport à l'époque où Marième Sall m'avait accordé un entretien pour la préparation de ce livre, et où elle professait une sorte d'effacement, elle me disait par exemple, je ne suis que de passage, il y aura un après-pouvoir, mon époux ne me consulte jamais, je ne suis là que pour jouer les paratonnerres, pour détourner de lui les foudres du sort ou des critiques, mais c'était le message tout pour mon mari et moi 3 pas derrière. Il est clair qu'on n'est plus du tout dans cette configuration si on ne l'a jamais été. Parce que déjà à l'époque, je me souviens que des critiques affleuraient sur justement les nominations, pas nécessairement à des postes ministériels,
mais néanmoins dans des fonctions éminentes ou prestigieuses, et aussi peut-être la crainte de la voir sombrer comme certaines de ses homologues d'Afrique subsaharienne dans un travers affairiste. Je vous cite juste un passage en page 155 de mon ouvrage où j'écrivais, pardon de me citer, mais on est au cœur de notre échange, « La Drianke de Saint-Louis, l'épouse émeraltruiste, cacherait-elle son jeu ?» Et là, je citais un diplomate très familier des intrigues dakaroises qui me disait « Elle aura du mal à résister à la tentation affairiste et familiale. » À l'époque, lorsque je lui avais soumis cette hypothèse, elle était partie d'un grand rire et elle m'avait dit « Mais non, tout ça est ridicule, on me prête pour des homonymies parfois un rôle dans la nomination de tel consul à Marseille ou de telle directrice d'hôpital, alors qu'en fait, non seulement je n'aide pas mes proches, mes frères, à accéder au pouvoir, mais je leur porte préjudice. » Et elle disait, par exemple, de tel ou tel de ses frères, « Si je n'étais pas première dame, il serait déjà ministre. » Le problème, c'est qu'elle parlait de Mansour et que depuis lors, il est devenu ministre. En faisant ce parallèle entre Viviane Wade et Marième Faye Sall, on fait en quelque sorte une comparaison. Notamment, vous dites, revenant à Viviane Wade, dans un bras de fer qu'il aurait opposé à l'administrateur de la fondation Partage, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette histoire? Alors, c'était l'époque où Viviane s'était entichée d'une cause, d'ailleurs honorable dans son essence, qui était l'exploitation de la spiruline au profit de traitements médicaux, etc. Bien. Et elle a eu besoin, à un moment donné, d'une sorte d'administrateur général qui soit capable de gérer cette fondation. Elle s'est tournée vers un jeune agronome français en qui elle a placé dans un premier temps toute sa confiance, et bizarrement, un jour, eh bien, le sort est devenu contraire à ce jeune homme. Il a été accusé de tous les maux, il a même été évincé avec quand même la lourde accusation d'avoir détourné les fonds de la fondation. Et ce que beaucoup d'observateurs que j'ai consultés pour l'occasion m'ont dit, c'est que au-delà des désaccords qui pouvaient survenir dans la gestion de cette fondation, en réalité, il pouvait y avoir, sinon la main, du moins l'influence de Karim, qui, semble-t-il, voyait d'un assez mauvais œil un lien quasiment filial se tisser entre Viviane et ce jeune agronome. Et d'ailleurs, lequel s'est vu flanquer très vite d'une sorte de surveillante générale de ses faits et gestes, qui n'était autre à la ville que l'épouse d'un ami de Karim. Donc, j'ai pour conviction, et pour avoir consulté là encore beaucoup d'acteurs de cette affaire, que les accusations portées contre cet agronome étaient pour l'essentiel, voire intégralement, infondées. Mais voilà, il y a eu une rupture fracassante et il a même été emprisonné un temps. Il a fallu des échanges diplomatiques intenses entre Paris et Dakar pour qu'il retrouve la liberté. Et donc là, ça nous ramène à une autre dimension des Premières Dames, au Sénégal comme ailleurs. C'est cette passion pour les fondations qui fait que chacune veut laisser une trace dans l'histoire. Alors pas uniquement ou pas nécessairement dans la sphère strictement politique, mais dans la sphère humanitaire, sociale et caritative. Et ça, c'est un point commun de toutes les Premières Dames. Simplement, certaines s'y investissent avec sincérité, avec pugnacité, d'autres n'en font qu'un élément, un artifice de l'apparat inhérent à leur statut. Et ces Premières Dames, elles ont ce pouvoir-là aussi, de pouvoir détruire la carrière de tous ceux qui, en un moment, essaieraient de contrecarrer le projet, comme au Sénégal, on a eu Viviane avec le projet de pouvoir mettre Karim à la place du père. Est-ce qu'elles ont réellement ce pouvoir-là de mettre Idrissa Seck, de lui créer tous les problèmes, le mettre en prison, cet ingénieur dont vous parlez aussi? Alors, ne négligeons pas ce qu'on pourra appeler leur capacité de nuisance dans le pire des cas, mais n'oublions pas non plus qu'elles peuvent être les promotrices de carrière, pas seulement les destructrices. Hein. Encore une fois, celui ou celle qui a toute la confiance d'une Première Dame peut légitimement espérer une trajectoire météorique ou brillante dans un gouvernement ou à la tête ou d'une fondation ou d'une entreprise d'État. Simplement, là encore, méfions-nous d'une erreur de parallaxe qui est souvent faite. Le chef de l'État peut aussi instrumentaliser son épouse lorsqu'il s'agit justement de châtier ou de promouvoir quelqu'un qui aura l'heure ou le malheur de lui plaire ou de lui déplaire. Donc méfions-nous aussi de cela, c'est-à-dire que la Première Dame
est aussi une complice, une alliée politique dont on peut se servir. Je disais tout à l'heure paratonnerre, parce que, effectivement, vous avez des premières dames qui, d'une certaine manière, par leur visibilité sur le front de l'humanitaire, parfois par leurs frasques, y compris leur virée shopping, détournent les orages de la tête de leur présidentiel époux. Vous avez d'autres, au contraire, qui attirent la critique sur lui. Donc je dirais que la première dame, dans le contexte que vous dépeignez, est d'un maniement délicat. Elle peut être, et c'est ce que je me plais à démontrer via de nombreux exemples dans cet ouvrage, elle peut être la meilleure alliée et la pire ennemie de son président de mari. Parce que dans certains cas, elle va humaniser son image, elle va peut-être également attirer son attention sur des enjeux sociaux qui sont négligés pour des raisons de bataille politique ou d'enjeux régionaux, mais dans d'autres cas, justement, sa futilité, son manque de sérieux, le caractère fantaisiste de la fondation qu'elle préside vont au contraire aiguiser, attiser les critiques. Est-ce qu'il y a aucun contrôle qui est fait sur la gestion des fonds que gèrent ces fondations? Mais il y a des contrôles, mais que ce soit au Gabon, au Sénégal ou ailleurs, il y a parfois des organismes, d'ailleurs animés par des fonctionnaires intègres et sérieux, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, des cours des comptes par exemple, qui vont essayer d'aller dépatouiller le budget d'une fondation. Mais est-ce si simple? Connaissez-vous un haut fonctionnaire qui va courir le risque de fusiller sa carrière en soulignant les travers gestionnaires d'une fondation? On n'est pas suicidaire, donc on se méfie. On ne va pas aller mettre en évidence le manque de sérieux ou d'intégrité d'une gestion. On va plutôt essayer de s'en prendre au second couteau. Dans votre livre Reine d'Afrique, il y a un passage que vous consacrez aussi à un dispensaire ou un hôpital qui s'appelle Nineféchia, quelque chose comme ça, à Tambacounda, qui aurait été laissé à l'abandon en sanction des Sénégalais qui n'auraient pas voté pour son mari. Alors, c'est un peu moins simple que ça. Ce qui se passe, c'est que Nineféchia était aussi l'un des enfants chéris dans le domaine humanitaire, sanitaire et caritatif de Viviane Wade. Simplement, ce que m'ont expliqué plusieurs des ambassadeurs qui ont été conviés à le visiter, c'était une sorte de passage obligé quand on arrivait à la chancellerie à Dakar. Eh bien, ils m'ont dit, le problème de cet hôpital, certes, il a été installé dans une zone très démunie en la matière. C'est un hôpital qui obéit à la plupart des standards de la qualité en termes d'équipement, en termes d'aménagement. Mais le problème, c'est qu'il est quasiment inaccessible et il faut pouvoir y arriver. Bon. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que lorsque Abdoulaye Wade a été battu par son ex-premier ministre Macky Sall à la régulière dans les urnes, Viviane Wade en a conçu une très profonde et très vive amertume et que grosso modo, elle a dit maintenant qu'il se débrouille. Pendant un certain temps, cet hôpital a fonctionné qu'à un cas avec le personnel maintenu, puis a été repris par le service sanitaire des armées du Sénégal, et aux dernières nouvelles, il était quasiment à l'abandon, ce qui est fâcheux vu l'ampleur de l'investissement qu'il représente. Ce qu'on a toujours, ce genre d'opacité autour de ces fondations. On a connu tout dernièrement au Sénégal, on parle de fausseté du bilan de la fondation de Mme Marième Faye Sall. Comment est-ce qu'on en arrive à ces choses-là? Et je le disais tout à l'heure, bon, d'abord là aussi il faudrait examiner les choses avec rigueur et avec attention, mais le contrôle qui peut s'exercer sur d'autres institutions de l'État est évidemment moins intrusif dès lors qu'il s'agit d'une fondation à laquelle est attaché le nom de la Première Dame. Je vous l'expliquais, là encore, personne n'est suicidaire. D'où la nécessité, me semble-t-il, si l'on veut s'orienter, la question reste ouverte au Sénégal comme ailleurs, vers l'instauration d'un statut véritable de la Première Dame, définissant son rôle, les limites de celui-ci, d'où la nécessité, effectivement, d'être parfaitement exemplaire en ce qui concerne les comptes, le bilan comptable de ce type de fondation. Il faudrait que chaque citoyen, chaque citoyenne puisse vérifier la rigueur de la gestion. J'ajoute un autre élément qui brouille un peu les cartes dès lors qu'il s'agit d'une fondation de Première Dame. Lorsque vous avez une opération de collecte de fonds, l'investisseur étranger ou le cadre de l'industrie ou du commerce local, il va bien sûr
privilégier la Fondation de la Première Dame parce qu'il y voit un moyen de s'attirer les bonnes grâces du chef de l'État et donc de garantir la bonne fortune de ses affaires. Alors que vous avez tout un réseau d'associations locales, d'ONG, démunies, qui n'ont pas les mêmes moyens et qui ne bénéficient pas, elles, de la manne publique.